À droite, là, je pense qu'il y a une voie ici. Ce secteur-là, c'est le secteur le plus dangereux de tous nos quartiers. C'est possible de te faire agresser à n'importe quel moment. Dans chaque maison, il y a forcément un brouteur. Dans chaque maison. Moi, les brouteurs, je les connais à l'œil nu. Depuis qu'on circule là, je vois plusieurs brouteurs qu'on dépasse. Comment tu les reconnais? Il y a les styles vestimentaires, leur manière de se comporter. Ils se croient supérieurs aux autres parce qu'ils peuvent tout acheter. Le broutage, c'est gagner la confiance, gagner l'amour et soutirer de l'argent. Moi, j'appelle ça la clé, le triangle de la clé du broutage. Gagner la confiance, gagner l'amour et soutirer de l'argent. Tu ciblais des gens de quelles origines? Tu parlais de l'Europe, le Canada aussi? Oui, bien sûr, le Canada. Pourquoi le Canada? Le Canada parce que c'est des gens qui payent facilement. Il y a une organisation au Québec. C'est une certitude. Mais pourquoi le Canada, c'est devenu une cible facile? Quand on est entre brouteurs et tu as un pote brouteur qui te dit « j'ai eu un client du Canada » et toi, tu as un client français, tu es jaloux au fait. Parce que c'est compliqué avec le client français de soutirer de l'argent. Pourtant, le client canadien, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais j'ai comme l'impression que ce sont eux qui sont les plus faciles. Vous êtes Maman Dubertre? Oui, c'est bon. Je suis la sergente détective Nancy Simoneau. OK. C'est moi qui est l'enquêteur dans ton dossier. Aujourd'hui, on se rencontre parce qu'il y avait un mandat d'arrestation qui avait été mis contre toi. Tu as frustré Guylaine Paré, qui est la plaignante au dossier, d'une somme d'argent d'une valeur qui dépasse 5 000 $. Comme moi je l'ai dit, d'abord, je ne suis pas impliqué dans quelconque histoire de fraude. Présentement, je suis à 28 ans de carrière policière. Je me suis spécialisée vraiment au niveau des différentes fraudes et c'est mon créneau. Ma philosophie, en fait, de travail, ça a toujours été que je traite les plaignants, les victimes, comme j'aimerais qu'un membre de ma famille soit traité. Fait que de cette façon-là, je m'assure de répondre à tous leurs besoins puis à leur donner un service 5 étoiles. Mon enquête a débuté par une dame qui a porté plainte pour une fraude amoureuse. Puis, cette dame-là a perdu 200 000 $ au total. Premièrement, comment ça fonctionne? C'est qu'ils l'ont approchée sur Facebook. Fait qu'ils ont fait une demande d'amis. On se dirige présentement vers le domicile de Mme Guylaine Paré, qui est la victime de fraude amoureuse, là, dont le suspect est Mamadou Berthe. Elle avait beaucoup de mal à se confier parce qu'au tout début, nos premières rencontres, elle était encore sous l'emprise des fraudeurs à ce moment-là. Fait qu'il faut y aller tranquillement, prendre le temps de déconstruire petit à petit là, toute cette façon qu'ils ont de les contrôler, de les manipuler. Là. On arrive à l'instant. Allô, Nancy, comment ça va? Guylaine Paré a été victime d'un fléau devenu mondial, l'arnaque amoureuse en ligne. Entrez. Le pire, c'est de porter plainte. C'est le plus dur. Cette retraitée qui vit seule dans son appartement à Mercier pensait discuter avec un Français d'une soixantaine d'années. Dans les tout débuts, tout était fluide. Je veux dire, c'était une conversation banale. Parce que j'étais pas en recherche d'amour à ce moment-là.
Oui, c'est toujours comme ça. Ils commencent tranquillement, ils établissent un lien de confiance. Ils écrivent beaucoup. C'est soutenu comme conversation. Là. Ça peut être à tous les jours. Allô, mon cœur. Hein? Ils utilisaient ça. Allô, mon cœur. Bébé. Oui. Il n'y a personne qui m'a appelé bébé. Oui. Puis les gens aiment ça parce que c'est de l'attention. C'est comment ça va, ta journée. Puis là, en fin de journée, puis comment s'est passée ta journée. Puis là, ensuite, ben les problèmes s'en suivent. C'est un après l'autre. On était au mois de décembre. Il s'en allait à Toronto. Mais je l'ai appelé, moi, à Toronto. Puis c'était le gros party. C'est le soir qu'il était supposé de revenir et qu'il devait m'emmener manger au restaurant. Le lendemain, je reçois un téléphone. Il m'appelle. Je suis à l'hôpital. J'ai eu un accident. Et là, ben, sa carte française ne fonctionnait pas. Fait pour payer son hôtel. Fait c'est pour ça que je me suis dit, écoute, t'es en train de me bourrer, là, royalement. Qu'il soit au Québec ou à l'étranger, on voit une augmentation de la qualité puis du raffinement des méthodes. Ça, il n'y a aucune hésitation. Que ce soit au niveau des scénarios qui sont présentés, on va avoir beaucoup de preuves matérielles qui sont ajoutées, des rapports médicaux, des documents en apparence officielle, parfois des vrais documents, parfois des faux documents. Est-ce que ça veut dire que ces réseaux et ces criminels sont de plus en plus professionnels, pointus dans leur domaine? Certainement. Puis, quand on va parler de réseau, c'est vraiment le bon terme. Là où certaines fraudes peuvent être menées par un individu, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est probablement des groupes d'individus qui mènent ces fraudes-là. C'est le genre de choses qu'on va malheureusement rencontrer dans les fraudes qu'on va appeler haut de gamme, qui sont bien montées. En ce moment, on est en direction d'où que Féline travaillait, une pharmacie à Trois-Rivières, sur Terre-et-Collet. C'est ce qu'elle vous a dit à l'époque? Oui. Elle travaillait là-bas? Oui, elle m'a dit qu'elle travaillait aux Jean Coutu. Elle connaissait très bien la géographie de Trois-Rivières. Cet ancien représentant commercial s'est lui aussi fait prendre au piège. Durant des mois, il croyait parler avec une mère de famille, une certaine Philine, à qui il a donné au total près de 300 000 $. Puis juste en avait. Quand je suis venu ici, je voulais vraiment voir qu'est-ce qui se passait. Il dit, m'a rentré, m'a posé des questions. Si eux autres ont eu des nouvelles de Féline. J'ai rencontré le gérant de la pharmacie. J'ai posé la question, puis j'ai montré la photo, puis on m'a avisé qu'on ne connaissait pas cette personne-là. Qu'est-ce que ça vous a fait? De la rage, de la peine. Un dégoût. T'as honte de toi-même quand même. Là, tu réalises que, oui, tu t'es fait arnaquer. À qui je parlais-tu vraiment à elle? Elle existe-tu vraiment? Ou je parlais à quelqu'un d'autre? En réalité, derrière les photos de Philine, c'est un réseau mené par cet homme, Aboubacar Diallo, un Ivoirien arrivé au Québec comme étudiant. C'est lui qui m'a fraudé. Ouh, il y en a de l'argent là-dedans. Il montre son trésor. Sur ces photos provenant de son dossier judiciaire, on le voit avec ses complices en train d'exhiber et compter l'argent volé à leurs victimes. On a aussi obtenu des centaines de conversations sans complexe, où ils s'organisent pour mettre en confiance ceux qu'ils appellent leurs clients. Yo, c'est comment le boss a dit quoi? C'est Boba. Je vois sa gamme. Non, lui, c'est la petite, j'ai été prêt à décoller. Celui qui répond à Diallo parle en nouchi, un dialecte ivoirien. Il fabrique des faux documents, comme des contrats notariés, qui servent de preuve pour demander de l'argent aux cibles qu'ils choisissent. Maintenant, le testament, les titres fonciers, la signature du notaire, le nom du notaire dessus, ma signature, le directeur de la banque aussi, tu vois. Dans ces conversations, on découvre également des tonnes d'autres victimes qui n'ont jamais porté plainte. Pour les appâter, ils leur font même livrer des fleurs et des cadeaux. C'est même l'autre encore voit petit nous ça donne sans fille, tu vois, non? Et puis c'est qui peut écrire un message dessus pour l'autre. Il n'a qu'à dire juste genre, il tient à toi.
Vous avez fait combien de virements? Je me rappelle plus, j'ai pas compté. J'ai essayé d'effacer ça un peu dans ma vie. Comment vous avez fait pour payer toutes ces sommes-là? Mes REER et le profit de la vente de ma maison. J'ai tout sorti, il faut le dire. En ce moment, j'ai plus rien. Là, tu penses quoi du monde qui font des fraudes amoureuses? Franchement, c'est pas bien. Je peux pas me prononcer dessus. Ce jeune homme en blanc, c'est Mamadou Berthe, un Ivoirien installé à Montréal. Il est suspecté d'être au cœur d'un réseau d'arnaques amoureuses. Tu t'habilles pas à l'aubainerie, là. Tu t'habilles pas dans des magasins cheap, là. Tu sais, t'as des beaux vêtements, Louis Vuitton, Dior, tu sais, c'est vraiment luxueux, là. On le voit ici au volant d'une BMW, on le voit en voyage, oui, dans une piscine. Donc c'est quelqu'un qui avait une belle vie, oui, qui affichait son train de vie, mais qui officiellement n'avait aucun travail. Exactement. Donc d'où venait cet argent-là? Il n'était pas en mesure de me le dire. Donc, ce que j'ai vu dans ses comptes, ça venait clairement de la fraude, des différents types de fraude qu'il faisait. C'est plate, Mamadou, tu sais, que tu me dises, regarde, moi, je sais pas trop, là, l'argent, c'est que moi, je les rencontre, ces madames-là, puis ils sont détruites. Fait que c'est important aussi pour moi de te rencontrer aujourd'hui pour te dire ça, pour... tu sais, tu joues avec la vie des gens, finalement. Est-ce que vous avez une idée du montant total d'argent qu'il aurait pu frauder ou récupérer auprès de victimes au Québec? C'est dur de quantifier parce que juste dans un compte, j'avais 20 victimes, dont mes 2 principales victimes. Mais les 18 autres, je ne sais pas combien ils ont perdu là-dedans. Là. C'est on peut imaginer que c'est des millions et des millions de dollars. Oui, on parle de millions, certains. Juste avec un individu et son réseau? Oui. En réalité, comme son compatriote Aboubacar Diallo à Trois-Rivières, Mamadou Berthe est bien plus qu'un simple brouteur. Lorsqu'on a perquisitionné le logement de M. Mamadou Berthe, on a trouvé différents documents avec des identités différentes, mais avec la photo de M. Berthe dessus. Chacune des identités ouvrait des comptes dans différentes institutions. Puis ensuite, l'argent se promenait dans des comptes. Fait que c'est comme une immense toile d'araignée. Puis j'ai découvert quelque chose de particulier, c'est qu'il était même dans l'exportation de véhicules volés. Monsieur Berthe était l'expéditeur d'un container où est-ce qu'il y avait 2 véhicules volés au nom d'une compagnie qui appartient à un membre du crime organisé africain. Pourquoi qu'on est au port? En fait, c'est parce que ça représente un peu la diversité des fraudes qui sont opérées par le réseau de fraudeurs africains, dont les véhicules volés. Puis ça, je l'ai su parce que j'ai fait appel au service frontalier via Karine Caron, qui est ici avec moi. En même temps qu'on a vu une hausse des fraudes par hameçonnage, on a vu aussi un gros boom de vol de véhicules. Il y a des complices, donc des entreprises d'exportation de véhicules qui sont utilisées par les membres du crime organisé africain pour exporter les véhicules volés en Afrique. Dans certains dossiers, on voit qu'ils sont mis dans des entrepôts pour les mettre dans des conteneurs. Et rapidement, les conteneurs sont exportés en Afrique. On a des exportations notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria. Cet analyste des services frontaliers a découvert que derrière ces dossiers d'arnaque amoureuse se cache en réalité un réseau aux activités beaucoup plus variées. De fil en aiguille, je me suis rendu compte que tous les dossiers étaient interreliés et qu'on était en présence d'une énorme organisation criminelle. C'est pas juste la fraude amoureuse, c'est pas juste la cybercriminalité. Il y a vraiment un gros volet de blanchiment d'argent, de vol de véhicules, de fraude d'identité. On voit aussi du trafic de stupéfiants. C'est pour ça aussi que nos homologues européens appellent cette organisation-là la mafia africaine. Et dans cette mafia, chacun a un rôle. Il y a les arnaqueurs de l'amour,
comme Aboubacar Diallo et Mamadou Berthe. C'est eux qui vont créer de faux profils sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui vont fabriquer de faux documents et ouvrir des comptes bancaires. Et encore d'autres qui sont chargés de blanchir, de transférer une partie de leur argent et d'exporter des véhicules volés vers l'Afrique. L'un d'entre eux serait Guy Kwadjo Kwasi. Selon les services frontaliers, il est l'un des principaux relayeurs d'argent du crime organisé africain. On y va ? On est donc allé voir M. Kwasi chez lui, dans la banlieue nord de Montréal. Monsieur Kwasi ? Oui, bonjour. On travaille à Radio-Canada, on est journaliste. On t'a dit que vous étiez l'un des complices de Mamadou Berthe. J'ai jamais été complice, je crois grand chose dessus. Et vous, faites quoi comme travail ? Moi, je suis un distributeur, je fais la distribution alimentaire. Alimentaire ? Yeah. Parce que c'est indiqué dans les documents qu'on a que vous avez aidé Mamadou Berthe pour blanchir de l'argent. L'affaire en cours, je peux pas dire grand chose dessus. D'accord. L'affaire est en cours ? Ouais. Et vous n'avez pas été impliqué dans des vols de voitures ? Non. Non ? Ni dans le blanchiment d'argent ? Nous nous sommes rendus à l'adresse du commerce dirigé par M. Kwasi. Mais devant ce hangar, des grilles fermées, des fenêtres obstruées et des voitures abandonnées. On a finalement découvert que c'est à l'intérieur de ce même bâtiment que des policiers ont déjà trouvé plusieurs véhicules volés qui s'apprêtaient à être expédiés. À quoi sert l'argent quand il est transféré ensuite en Afrique? De ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est vraiment injecté à l'organisation criminelle en Afrique, qui aurait possiblement des liens avec le Hezbollah. Donc, ça pourrait possiblement financer des activités terroristes également. C'est en Côte d'Ivoire qu'on retrouve le berceau de cette branche du crime organisé africain qui sévit au Québec. C'est aussi ici, dans le port d'Abidjan, qu'arrivent régulièrement des conteneurs remplis de véhicules volés. On a demandé de l'aide à un journaliste local pour nous guider dans les coulisses de ce réseau criminel. Là, on est à Abidjan Sud, là où on trouve beaucoup de parcs auto. Et comme vous voyez là, les parcs auto où il n'y a pas trop de voitures neuves, etc., c'est là qu'on trouve vraiment des voitures suspectes, des voitures qui peuvent être des voitures volées qui viennent de pays, ça peut être le Canada, l'Europe ou ailleurs, et qui se retrouvent souvent dans ces parcs-là pour être vendus, quoi. On peut continuer sur l'autre boulevard là. Avec une caméra cachée, on a donc décidé de se faire passer pour de futurs acheteurs. On regarde. Ouais, d'accord. Et il demande un peu. Elle vient d'où? Canada, États-Unis, les deux côtés, on fait les deux côtés. Ah. Elles sont apportées au port ici? Elles arrivent par bateau? Oui, elles arrivent par bateau, dans le conteneur et puis on en a. Cet homme nous confirme que ces voitures viennent du Canada, mais il est incapable de nous garantir qu'elles sont arrivées légalement en Côte d'Ivoire. Et qui vous les envoie? Bon, mon patron, il ne sait pas son fournisseur, c'est qui, mais là, il ne sait pas. Il ne sait pas qui les envoie? Non, là, il ne sait pas. Ok. Mais on sent que nos questions dérangent, et le patron demande à son employé d'arrêter de nous parler. Elles sont jolies. On a donc poursuivi notre magasinage un peu plus loin. Bonjour. Bonjour. Il y a des voitures qui viennent du Canada? Oui. Mais on a souvent les Dixon et autres là, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de voitures volées, non? Qui viennent... Oui, les jeunes disaient ça. Les gens, surtout les grosses cylindrées. Selon nos informations, c'est ici que des centaines de voitures volées au Canada ont déjà été expédiées. Comment ça passe et puis ça roule en ville alors que la voiture... Non, mais il y a des autorités, non? D'autres sont dedans aussi. Et la douane laisse passer? Ah, ben laisse passer là, on ne peut pas savoir, parce que là, c'est plus fort que moi. Et il laisse passer pourquoi? Avec un peu d'argent? Bon, par exemple, je suis un colonel de la douane. Ouais. Moi, je peux faire partie ce que je veux. On a donc voulu comprendre comment autant de véhicules canadiens et comment l'argent volé aux victimes québécoises arrive si facilement ici en Côte d'Ivoire. Dans les meilleurs délais, je vous fais un retour. Mais malgré plusieurs rencontres avec des dirigeants ivoiriens, toutes nos demandes d'entrevue sont restées sans réponse. Bonne journée, au revoir. Merci. Une représentante du gouvernement nous a finalement avoué que c'est notre enquête
qui dérange l'état-major ivoirien. Je suis à Radio-Canada. Aborder la problématique spécifique du vol de voiture, c'est compliqué. Voilà. Parce que le sujet est un peu difficile en fait. Mais pourquoi le sujet est difficile? Vous arrivez dans un pays en disant que c'est un pays qui est impliqué dans un processus de vol de voiture. Déjà sur le consulat, vous voyez qu'on n'est pas forcément à l'aise. Mais on ne dit pas que le pays est impliqué. On met des procédures en place pour atténuer le phénomène. Mais vous venez déjà pour enquêter ici sur cette question. Ça veut dire que d'une part ou d'une autre, la Côte d'Ivoire est au cœur ou est impliquée dans cette affaire en fait. Mais donc ça signifie que, quoi qu'il arrive, les autorités ivoiriennes refusent de commenter donc ce sujet-là, parce qu'il est sensible. Je pense qu'on peut terminer sur cette conclusion-là. Salut. Là-bas. Attends, regarde. Ouais, je le vois. Ah oui, salut. Ok. Tu peux t'arrêter ici? Reste là. Moi j'y vais avec Bakary. Ouais. Salut Alvin. Ouais, enchanté. Enchanté. Cet homme bien habillé est un spécialiste de l'arnaque amoureuse. Un brouteur, comme on les appelle en Côte d'Ivoire. Il se fait appeler Alvin et il nous a demandé de ne pas montrer son visage car ce qu'il veut nous raconter pourrait le faire arrêter. Je vais vous envoyer là où, dans le cybercafé où j'ai commencé le broutage. Quand on venait dans le cybercafé, vers 1h, 3h du matin, on s'enfermait dans le cybercafé, c'est-à-dire le gérant, il ferme le cybercafé et on est tous dedans. Et vous êtes combien? Plusieurs. Et ici, c'est là que j'ai commencé. Ah, ça va bien. Ah ouais. Salut mon gars. C'est en partie à partir de ce cybercafé que des Canadiens ont commencé tous les jours à se faire arnaquer par de faux profils sur les réseaux sociaux. Mais notre présence ne plaît pas aux gérants. Et je voulais juste te montrer où j'ai commencé à travailler. Si c'est possible. Ok. Et il y en a encore des petits brouteurs, des avortons de brouteurs qui sont dedans en train de s'amuser. Ils font quoi, tu penses, à l'intérieur? Ils essaient de se choper des clients. Maintenant, c'est, disons, que les brouteurs qui prennent beaucoup les choses au sérieux préfèrent faire des broutages chez eux à la maison, avec un ordinateur, avec sa connexion Internet à la maison. Comme ça, c'est moins de risque. Alvin nous offre un accès inédit et unique dans le monde de la cybercriminalité. Il a lui-même été un membre important d'un réseau criminel qui a fait de nombreuses victimes au Québec. Il y a un de mes potes ici, c'est un infographe, c'est lui qui fait des montages vidéo, des faux documents pour les brouteurs. Ah ouais? Oui, bien sûr, mais je ne sais pas s'il va accepter être dans le reportage parce que c'est un gros péril. Mais c'est le meilleur infographe, le meilleur monteur de faux documents de tout le quartier. Et lui, il fait des faux passeports, il fait des fausses pièces d'identité, des faux documents de terrain, tout ce qui est illégal. C'est grâce à ces contrefaçons professionnelles que ces criminels arrivent à tromper leurs victimes et à ouvrir plusieurs comptes bancaires au Québec. Attends. Et dans cette cour-là, on va taper à sa porte. Ok. C'est boss. Voilà, lui, c'est comme un frère pour moi. Vous faites quoi, vous, dans la vie avec, Je suis graphiste. Photographe, infographiste, Il est très bon. Non, tu te débrouilles pas. Tu es très bon. Donc, nous, on tourne un peu dans le quartier. Il n'y a pas de souci. Ouais. Je ne suis pas surpris de ces aspects novateurs de la délinquance. C'est une mafia qui est en train de se constituer. Et puis, ne vous étonnez pas, quand on parle du crime organisé, chaque entité ici a des connexions. Et il y a une mafia ivoirienne qui est en train de se mettre en place. C'est vrai, elle est jeune, mais ça fait peur. On se demande en 10 ans, qu'est-ce qu'elle va représenter? Ce criminologue est l'un des rares experts ivoiriens qui a accepté de commenter l'évolution de ces réseaux criminels qui prennent de plus en plus d'ampleur. Je fais l'historique même de la cybercriminalité. La Côte d'Ivoire était loin derrière le Nigeria. En Afrique de l'Ouest, le pays où il y avait plus de cybercriminalité, c'était les pays anglophones, le Nigeria, le Ghana.
Mais aujourd'hui, en tant que pays francophone, la Côte d'Ivoire bat tout cela en matière d'arnaque sur le net. C'est démentiel. C'est démentiel. Ouais, c'est démentiel parce que, en un rien étant, les jeunes ici ont appris à maîtriser tous les contours et à damer même le pion, même à ceux qui leur ont appris la chose. On va au terrain Béziers, là où il y a le fromager, où souvent on venait faire des sacrifices pour pouvoir envoûter soit des blancs ou soit des blanches, peu importe. Donc c'est l'arbre des sacrifices? Oui, c'est un arbre des sacrifices. Cet arbre-là n'est pas simple, c'est un arbre mystérieux. Parce que cet arbre est tellement vieux, et pour eux, ils voient des choses, des esprits. Voilà, c'est un arbre spirituel. Que ce soit des marabouts, les féticheurs, peu importe la personne chez qui tu vas, ils nous envoyaient là pour pouvoir enterrer des photos de blancs. Et quand tu viens devant cette table-là, tu crées un trou, tu enterres la photo de ton client. La semaine qui suit, tu pourras recevoir la somme que tu veux. Donc tu enterres la photo et une semaine après, parce que la personne était normalement envoûtée, elle va te donner 5 000 $. Te donner 5 000, la somme que tu veux. Ça a marché pour toi? Oui, ça a marché pour moi, au moins 3 ou 4 fois. Ouais. Grâce au marabout, tu penses? Il n'y a aucun brouteur qui fait ce qu'il fait sans un marabout, c'est impossible. C'est impossible, il n'y a aucun brouteur. Toutes ces personnes, tu vois, qui ont de l'argent, qui sont au Québec et tout, il y a forcément un marabout derrière eux. Donc c'est des choses qu'on y croit ici en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est important pour toi de parler? C'est important pour moi de parler parce que j'ai arnaqué beaucoup de personnes et j'ai vu les peines, les désespoirs. Quand je suis rentré dans le broutage, celui qui m'a mis dans le broutage m'a dit « Alvin, dans ce milieu-là, il n'y a pas de pitié. Si tu as pitié, tu n'iras jamais loin. » Vous pensez avoir arnaqué combien de Canadiens et de Québécois? Non, je ne peux pas compter. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup? Oui, c'est tellement, je ne peux pas compter. Parce que j'en ai pris des 5 000, des 7 000, des 10 000, des 12 000. Avec les membres du réseau, un jour, on a pris un 110 000 qu'on s'est partagé. On a appris qu'au Québec, il y a des chefs de réseau, ils ont des personnes qui vont retirer, créer les comptes, ils ont des gens qui vont faire des faux documents qui sont à Abidjan. Oui. Et qu'après, ils se transfèrent l'argent. Oui, c'est totalement ça. Il y en a des gens ici qui, pour des faux documents, il y en a... Oui, c'est ce qui se passe. C'est bien ce qui se passe au fait. Et c'est de mieux en mieux fait, c'est oui, c'est de mieux en mieux fait. C'est de plus en plus professionnel? Oui, c'est de plus en plus professionnel parce que au fur et à mesure qu'on avance, ça s'améliore. C'est un métier à part entière. Oui, c'est devenu un métier. Ici, c'est un autre endroit de mon quartier où plusieurs brouteurs viennent se rafraîchir. Là, il y a Aboubacar Diallo qui a été arrêté au Québec. Et il s'amusait à prendre plein de photos comme ça de lui, avec des montagnes d'argent et de les envoyer à ses amis à Abidjan. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses quand tu vois ça, toi? Pour être sincère, je pense que c'est un peu stupide. Il y en a tellement de brouteurs qui le font. Moi aussi, je le fais, en fait. Au fait, c'est comme un virus. Tu ne peux pas. Tu as envie de montrer ta grandeur. C'est ça, le broutage. On ne fait pas le broutage pour se cacher. On fait le broutage pour montrer qu'on existe, pour montrer qu'on a de l'argent. C'est ça, le broutage. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui sont beaucoup connues ici en Côte d'Ivoire. C'est des personnes qui ont des réseaux. Ont des réseaux. C'est une grande organisation. On
On est devant une agence d'immigration qui a des affiches un peu partout dans Abidjan pour venir étudier ou travailler au Canada. Sur le panneau, il y a plusieurs écoles canadiennes, le Cégep de Limoilou, l'Université du Québec, l'UQAM, l'Université d'Ottawa. Bonjour. Oui, c'est moi. Ça attire beaucoup, le Canada. Franchement, ça attire beaucoup. Il faut dire que le Canada est devenu quand même l'Eldorado. Hein. L'Europe, il faut le dire très honnêtement, aujourd'hui, la réalité a beaucoup évolué. Donc, ça n'attire plus trop comme avant. Voilà, c'est ça qui est une réalité aussi. C'est devenu un business aussi, en quelque sorte? En effet. En effet. Oui, on va dire ça comme ça. Après, il faut bien que les gens conseillent, on va dire de façon honnête. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent « j'aimerais juste un permis d'études pour rentrer au pays et après je vais faire… » Je déconseille ça déjà. Je déconseille ça. Parce que, vous savez, si dans le motif de départ, tu affirmes que tu pars pour faire des études, ça veut dire que c'est un contrat que tu établis entre toi et puis le pays d'accueil. Si éventuellement tu ruses, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, ça va te rattraper. Entrer au Canada avec un permis d'études, c'est justement la technique qu'utilisent les membres du crime organisé africain installés au Québec. L'analyse a permis de déterminer qu'à peu près 80% des membres de l'organisation criminelle sont arrivés au Canada avec un permis d'études. Ils vont faire des demandes pour des universités plus en région. Par contre, on se rend compte qu'au final, ils n'ont pas tant étudié au Canada. C'est le cas d'Aboubacar Diallo et de Mamadou Berthe. Les deux fraudeurs ivoiriens ont obtenu un visa étudiant pour des universités à Trois-Rivières et à Chicoutimi. Mais ils n'y ont jamais mis les pieds. Pour savoir si c'est si facile d'obtenir un permis d'études pour le Canada, on a rappelé l'agence d'Abidjan, qui se vantait de faire les choses dans les règles de l'art. Oui, bonsoir madame. Notre collaborateur Bakary s'est fait passer pour un jeune Ivoirien qui souhaite se servir du permis d'études comme porte d'entrée au Canada. Si, par exemple, l'idée, c'est d'avoir un permis, mais après, voilà, une fois que tu es sur le territoire, est-ce que tu es obligé d'aller à l'école? Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Quand vous venez, on va se comprendre, on va s'entendre. D'accord. Mais là, ça tourne. Bakary est donc allé sur place en caméra cachée. Et le discours fut complètement différent. La question, c'est est-ce que si je vais au Canada ou si j'envoie quelqu'un au Canada, la personne est obligée d'aller étudier? Non, ça va dépendre. La personne peut avoir quel âge comme ça? 26, 27. Ce serait mieux que la personne passe sous le couvert des études et puis éventuellement arriver là-bas. Comme elle n'a pas envie d'aller à l'école, elle pourra faire ce que tout le monde, ce que les gens y font. Se déclarer réfugié. Ça, c'est un peu risqué, non? Non, il n'y a rien de risqué dedans. C'est ce que tout le monde fait. Alors discuter en... Le directeur propose ensuite de poursuivre la discussion à l'abri d'oreilles indiscrètes. Une fois que tu as fait réviser, on te donne un permis de travail. Tu commences à travailler. Une fois que le dossier est instruit, pour passer aujourd'hui, ça peut peut-être passer 5 ans, 6 ans. Ah ouais? Voilà, quand tu es sur le territoire, tu ne vas pas sortir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais. Je crois qu'ils ont détecté une faille dans le système pour entrer avec un statut d'étudiant, s'il n'y a pas de vérification. Peut-être qu'il y aurait peut-être moyen de faire un plus gros suivi avec ces statuts-là, parce que, d'après moi, le mot se passe et on va en avoir de plus en plus. Là. Le ministère de l'Immigration, celui qui délivre ces visas d'études, nous a confirmé qu'aucune vérification automatique n'est faite auprès des étudiants étrangers. Ce serait en fait aux universités d'alerter les autorités si le titulaire du permis d'études n'est pas là pour les bonnes raisons. C'est l'Eldorado aussi, le Canada, pour des groupes criminels? Mais bien sûr. Si la criminalité ne prospère pas, que j'ai la possibilité d'aller dans un univers où je me dis qu'il y a encore plus de possibilités, je ne vais pas me priver à le faire. C'est si simple à comprendre. Les battements d'ailes d'un papillon en Côte d'Ivoire peut créer des tsunamis même au Canada. La plupart des Canadiens voyaient cette criminalité de loin. Ben, aujourd'hui, elle est sur votre territoire. On avait une belle maison,
que j'avais fait construire en 99. Ça a été un choc. Tu es obligé de tout vendre. De partir d'une belle maison que tu as fait faire selon tes goûts à toi, tout ça. Puis te retrouver dans un logement. Puis là, je suis heureux. C'est mon choix, c'est mon goût. Je rentre chez moi, je suis bien. Jusqu'à maintenant, ce retraité n'avait raconté à personne ce qu'il a vécu. Ce réseau criminel lui a volé près de 300 000 $. Il veut désormais que les autorités canadiennes serrent la vis contre ces individus pour les empêcher d'entrer au pays. Il faut que le monde sache ce qui se passe dans la vie avec ces gens-là qui sont pas honnêtes. Que tu tombes demain, que tu n'as plus rien, tu perds tout, tu n'as plus de voiture, tu n'as plus de logement, puis tu couches sur un banc d'autobus. Ils s'en préoccupent pas de toi. T'es vraiment pas important pour eux autres. Puis je suis pas le seul qui s'est fait arnaquer par lui. Mais il faut le savoir. Oui, il faut continuer. Aujourd'hui, nous sommes au palais de justice puis on s'en va pour la sentence de Mamadou Bert. C'est le jour J. Après ça, on tourne la page. L'arnaqueur de Guylaine Paré a finalement plaidé coupable. Mamadou Bert a reconnu avoir participé à un stratagème de fraude dans lequel, selon lui, il n'était que l'un des maillons d'une grande organisation. Il a directement été expulsé dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Viens dans mes bras, toi. Ouais, un petit câlin. Oh, merci pour tout. C'est un plaisir. Oui. Ça me réjouit qu'il soit expulsé, mais c'est une personne parmi tant d'autres, malheureusement. Le réseau existe toujours. Il y a un maillon de la chaîne qui a quitté, mais il va être vite remplacé. Qu'est-ce qu'il va faire, Berthe, en Côte d'Ivoire, selon toi? Bonne question. Je ne sais pas si ses études qu'il a eues au Québec vont l'aider à se trouver un emploi là-bas, mais une chose est sûre, c'est que, on me dit, un brouteur un jour, brouteur toujours. Malgré ces arrestations, le crime organisé africain continue de prospérer au Québec. Selon nos informations, 2 des complices des criminels récemment condamnés ont même trouvé un emploi secondaire. Elles travaillent dans des résidences pour aînés, en plein cœur de leurs victimes potentielles. Est-ce que tu crains que le Canada devienne de plus en plus une cible pour ces criminels-là? Bien sûr. Moi, j'ai déjà eu des clients canadiens. J'ai comme l'impression que c'est des personnes qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'être aimées, c'est des personnes qui ont besoin d'affection. Quand je vois des jeunes brouteurs, ça me fait mal. J'ai mal pour les victimes, en fait, parce que chaque jour qu'un brouteur, un nouveau brouteur naît, il y a une nouvelle personne qui découvre le monde, des rencontres sur Internet, et forcément, il va croiser des brouteurs. Ça, c'est sûr.